J'avais évidemment, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas la compta, plein de préjugés sur la compta. J'avais un peu le même préjugé que ce qu'on peut avoir d'un notaire ou d'un avocat ou de ces professions un peu obligatoires. Et en fait, d'un point de vue marketeur, je me disais, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont conscience de la facilité en fait avec laquelle ils travaillent, ce côté de on n'a presque pas besoin d'aller chercher les clients, mais les clients viennent tout seuls. Je pense que ce qu'il peut y avoir de mieux pour le côté protection protégée, c'est un peu ce qui est en train de se passer là. C'est un peu une concurrence au sens large qui se réveille, peut-être à terme un monopole qui est un peu mis en danger, des cabinets qui peuvent se dire attends, ce que je vendais jusqu'à aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai plus de mal à le vendre. Et là je trouve qu'ils sont pourtant hyper bien placés par les business, mais là ils sont confrontés à leurs propres problèmes de se dire comment est-ce que demain en fait je survis et comment est-ce que demain je dois construire quelque chose, comment je dois communiquer, comment je dois marketer, et ça je trouve que c'est hyper bénéfique en fait pour que ne restent que les meilleurs. Les cuistots il y a 15 ans de ça, c'était une profession dont on parlait pas trop, t'as eu des émissions télé machin, c'est devenu les stars et c'est des gens maintenant qu'on voit sur les conférences. Moi ce que j'aime d'un point de vue marketing, c'est les options qui sont affirmées. Et donc je préfère celui qui cherche à réduire le truc et aller très profond dans quelque chose que celui qui cherche plutôt à être très très large. Plus ton angle est affirmé, donc prenons-en deux que j'ai pu citer, l'angle géographique ou l'angle sectoriel, plus c'est facile en fait de faire du marketing. C'est extrêmement difficile de marketer quelque chose de généraliste. Aller recruter des clients, aller recruter des collaborateurs, ça fonctionne quand on a une histoire à leur raconter. Cette histoire, c'est quoi? C'est une mission, c'est un objectif, voilà, c'est réussir à embarquer là-dessus, quoi. Le sujet du marketing, c'est pour raconter quoi? Enfin, le marketing, c'est quoi? C'est une cible, un positionnement et des canaux. C'est je m'adresse à qui? Je raconte quoi comme histoire à ces gens-là? Et une fois que j'ai ces deux éléments-là, c'est quels sont les meilleurs canaux pour venir raconter cette histoire-là à ces gens-là? Je pense qu'une fois qu'on a trouvé ce qui marche, faut l'amener le plus haut possible. Est-ce que je peux l'amener à faire x5, x10, x20 plutôt que de dire ok, j'ai un truc, je viens diversifier? Non, le marketing, ça marche pas comme ça. Au contraire, plus tu diversifies, plus tu dilues l'efficacité. Donc amène au taquet ce que tu peux faire sur un levier, et une fois que tu es vraiment au taquet de ce truc là, ok, là tu peux en nourrir d'autres. Je suis assez convaincu que l'expertise comptable, c'est une recommandation où la puissance du bouche à oreille est extrêmement forte. Plus en fait tu viens réduire le cercle dans lequel tu joues, donc typiquement il peut être géographique mais d'expertise métier, j'y connais rien mais les vignerons, quand tu as réussi à convaincre un vigneron sur ton expertise métier, que tu es capable de l'accompagner sur de la compta mais aussi sur plein d'autres trucs, tu es assez facilement mis en relation avec ces, voilà, et tu crées des effets boule de neige qui sont beaucoup plus faciles que quand tu es un généraliste. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance de recevoir Maxime, le CMO de Penny Lane. Enchanté. Enchanté. Ravi de t'avoir, très content que tu sois là aujourd'hui, que tu sois descendu. Pour vous donner un peu de contexte, Maxime est descendu exprès dans le sud de la France pour faire un petit reportage sur Eurofiscalis qui sera diffusé à Comptatech dans une semaine. Donc je vous invite à aller à Comptatech pour nous voir et pour voir tout ce que Penny Lane a préparé. C'est le 17 juin à Paris, au Zénith de Paris. Franchement, trop stylé de faire ça au Zénith. Ça a l'air assez énorme. On est impatients en tout cas, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. J'espère que le plus dur est derrière nous et que d'ici une semaine, on sera capable d'accueillir un peu plus de 2000 personnes, que des professionnels du cabinet d'expertise comptable, que ce soit des associés, des collaborateurs ou des créateurs. Et on a préparé un programme qui est assez sympa et qui va nous emmener jusqu'au bout de la nuit avec même une partie concert, parce qu'on ne pouvait pas être au Zénith sans proposer une petite expérience musicale. Et pas que vous avez pris du coup des musiciens experts comptables, c'est ça? On a fait plusieurs choses en fait, on s'est dit tiens on va faire un festival un peu de musique intégré à Comptatech, et donc on avait, en gros on pouvait meubler de 19h à 1h du matin. La tête d'affiche c'est Bon Entendeur, qui est un groupe qu'on aura plaisir du coup à proposer d'écouter le jour J. Et puis Comptatech c'est né d'une idée qui est de faire plaisir aux experts comptables. C'est-à-dire, il faut qu'on leur offre quelque chose, un moment de vision, un moment de partage. Et on s'est dit, et si on poussait le truc encore plus loin? Parce qu'en fait, quand tu mets les pieds au Zénith, tu mets les pieds quand même dans un endroit qui est assez mythique. On s'est dit, il y a obligatoirement des gens parmi nos clients ou nos prospects d'univers de la compta qui sont fans de musique. Et on s'est dit, et si on leur offrait en fait ce kiff de jouer 20 minutes sur la scène du Zénith? Et donc, on a lancé ce petit tremplin. On a eu une quinzaine de candidatures. Il y avait de tout. Et effectivement, on a sélectionné donc en vote interne chez Penny Lane un groupe qu'on a fait valider ensuite par un groupe de musiciens professionnels en leur disant voilà, si vous aviez reçu toutes ces candidatures, lequel vous aurez choisi? La bonne nouvelle, on est tombé sur le même groupe, et donc c'est eux qu'on aura l'occasion de voir sur scène le 17 juin en avant-première de Bon Entendeur. Franchement, c'est un super cadeau que tu leur fais, franchement. Je peux te dire, quand on a annoncé à William, qui sera donc l'un des porte-drapeaux de la comptabilité sur scène en tant que musicien, il était particulièrement ému et il avait hâte d'y être. Ouais. Ah, j'imagine. Voilà, ils ont eu un petit passe-droit pour inviter quelques personnes de leur famille et de leur famille pour assister à ça. J'imagine. Bon, trop bien. Du coup, dans cet épisode, d'ailleurs, je vous invite tout de suite, j'y pense maintenant, à vous abonner, à mettre un petit like,
à mettre un petit commentaire si vous avez des questions pour Maxime ou même pour le podcast en général, n'hésitez pas. Ça aide beaucoup la chaîne, donc n'hésitez pas, voilà, un petit like, cliquez sur le bouton s'abonner et un petit commentaire. Dans la vidéo, du coup, on va parler surtout de toi, ton parcours, savoir d'où tu viens, comment t'es arrivé chez Penny Lane, ce que tu mets en place chez Penny Lane, comment t'as créé cette belle marque. Franchement, je trouve ça hyper inspirant d'être à la tête du service marketing d'une des plus belles startups françaises et d'une licorne française. Et on va parler après un peu de compta quand même, de la profession. Je vais te poser des questions aussi, c'est comment tu ferais toi pour monter un cabinet. Et à la fin, peut-être on fera un petit jeu aussi, il y a toujours un jeu de cartes, donc on verra si on a le temps de faire des jeux. Ça te va comme programme ? Parfait. Est-ce que tu veux te présenter un peu, expliquer un peu d'où tu viens, comment tu es arrivé dans le marketing et surtout comment tu es arrivé chez Penny Lane? Je sais que c'est une question un peu vaste et ça n'a pas dû se faire en claquement de doigts. Donc, Eh bah si en fait. Ouais, non mais alors comment j'ai débarqué dans cet univers de la compta, ça s'est vraiment fait sur un malentendu. Parce qu'effectivement moi je viens vraiment du marketing à la base. Donc à titre perso j'ai 37 ans, je viens du Grand Ouest, je suis breton, je vis à Nantes et j'ai grandi professionnellement vraiment dans l'univers de la tech et du marketing. Ce que je sais faire c'est du marketing au service de logiciels, que ça soit pour construire des marques ou soit pour faire de l'acquisition de clients sur ces logiciels-là. Et comme les deux vont souvent ensemble, ça marche plutôt bien. Donc l'idée c'est de construire des équipes qui sont capables de faire ça avec la stratégie qui va avec. Donc je l'ai fait pendant une dizaine d'années dans l'univers des startups françaises avant de rejoindre Penny Lane. Et effectivement, un beau jour, je suis mis en relation avec Arthur, CEO de Penny Lane, qui était en train de construire un truc qu'il avait du mal à expliquer, qui était un logiciel qui à la fois adressait des dirigeants d'entreprise pour gérer leurs finances, mais à la fois aussi les cabinets, mais pour le moment pas encore, parce que c'est encore en phase de rodage, voilà. En gros, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider un peu à expliquer ce qu'allait devenir Penny Lane. Et puis, comme il y avait de fortes ambitions, être capable d'accompagner justement Penny Lane un peu sur sa croissance. Donc ça, c'était il y a 4 ans. 4 ans et demi quasiment. Je suis arrivé, Penny Lane avait un peu moins d'un an. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là. Et avec vraiment comme première mission, celle de expliquer ce qu'est Penny Lane. Donc on parle d'un point de vue marketing de positionnement de marque pour pouvoir construire ce socle-là qui allait nous permettre de raconter une histoire sur la longueur. Donc un peu sur un malentendu, parce que moi ce que je recherchais c'était surtout des challenges en termes de construire des marques autour de l'univers de la tech, mais ça aurait pu être dans un tout autre secteur d'activité. J'avais évidemment, comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas la compta, plein de préjugés sur la compta. Voilà, t'as quoi comme préjugés? J'ai envie d'avoir des... j'ai quoi comme préjugés? Au tout départ, parce que par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas la compta, on a tous des préjugés, donc maintenant tu connais mieux, donc j'imagine que tu les as plus, mais c'était quoi au départ? J'avais un peu le même préjugé que ce qu'on peut avoir d'un notaire ou d'un avocat ou de ces professions un peu obligatoires. Et en fait, d'un point de vue marketeur, je me disais, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont conscience de la facilité en fait avec laquelle ils travaillent, ce côté de, on n'a presque pas besoin d'aller chercher des clients, mais les clients viennent tout seuls. Et puis ce côté un peu, ce que je savais de l'expert comptable, c'est qu'il devait faire à peu près 8 années d'études pour pouvoir avoir le droit d'exercer. Et ça crée une sorte un peu d'entre-soi et de je suis fier de l'être et cette notion de confrère. Voilà, ce que je voyais de l'extérieur, c'était un peu ce truc-là. Donc ce truc très fermé. Et puis très protégé en fait. Évidemment j'avais un peu l'étiquette, la cravate, la chemisette, le crayon qui va dedans, mais j'avais eu de par mes expériences pro quand même l'occasion de casser ce cliché là, et je m'étais rendu compte qu'il y avait des experts comptables qui étaient attirés par le business au sens large, qui étaient attirés par la tech, par l'innovation, donc celui-là je l'avais un peu moins quoi. Par contre le côté entre-soi, le côté vraiment fermé, je l'avais, et je dirais pas qu'il s'est cassé tout de suite, mais justement moi j'ai eu besoin après de contribuer justement en disant tiens j'ai envie de rejoindre Penny Lane parce que le challenge en tant que boîte tech il est hyper fort, l'ambition de la boîte il me plaît vraiment, mais ça me plairait d'aider en fait cette profession à dépoussiérer un peu un truc qui leur colle à la peau et qui est pas légitime en partie et qui l'est un petit peu quand même. Stylé. Après c'est vrai que on voit, moi aussi, franchement, j'avais cette image avec toute la paperasse, la mallette, c'est pas très sexy. Et finalement, en fait, quand t'es dans la profession, tu vois que c'est pas vraiment ça, en fait. Et est-ce que t'as l'impression qu'on pourrait faire quelque chose pour changer ça? Alors, je sais que Penny Lane, franchement, ça joue un gros rôle là-dessus pour essayer de dépoussiérer un peu la profession. Mais qu'est-ce que, je sais pas, l'ordre ou même les cabinets pourraient faire pour justement enlever cette étiquette et avoir un peu une étiquette un peu comme... je sais pas, les avocats, je trouve qu'ils ont une meilleure étiquette, tu vois, j'ai l'impression, ça fait un peu plus... je
Je sais pas, avec toutes les séries télé qu'on voit, tu vois, ça fait un peu plus sexy. Tu as quoi comme astuce pour un peu dépoussiérer? Je te dis, moi, j'isole vraiment 2 sujets. Il y a le sujet de l'étiquette, mallette, papier, machin, et il y a l'étiquette après de cette profession protégée. Je pense que ce qu'il peut y avoir de mieux pour le côté protection protégée, c'est un peu ce qui est en train de se passer là. C'est un peu une concurrence au sens large qui se réveille, peut-être à terme un monopole qui est un peu mis en danger, et des cabinets qui doivent se dire, attends, ce que je vendais jusqu'à aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai plus de mal à le vendre. Et là, je trouve qu'ils sont pourtant hyper bien placés par les business, mais là, ils sont confrontés à leur propre problème de se dire comment est-ce que demain, en fait, je survis et comment est-ce que demain, je dois construire quelque chose, comment je dois communiquer, comment je dois marketer. Voilà. Et ça, je trouve que c'est hyper bénéfique, en fait, pour que ne restent que les meilleurs. Voilà. Donc ça me plaît, ce qui se passe là-dessus. Après, sur le côté dépoussiérer une profession qui a cette image un peu vieillissante, je pense que ça se fera sur du long terme. Plus sur du long terme, mais il y a plein de choses qui vont y contribuer. Je pense sincèrement que la technologie va y contribuer, que de plus en plus, en fait, c'est une profession qui va aussi être au cœur des dispositifs technologiques des entreprises. Tu es très bien placé pour le savoir, toi qui accompagnes des e-commerçants, mais quand on est capable de dire, attends, ton Shopify, je vais te le brancher avec ton outil de compta et ton outil bancaire et tout, on vient aussi un petit peu montrer qu'on est au cœur de l'innovation et qu'on connaît ces sujets-là. Et je pense que c'est une profession qui a peut-être aussi besoin d'avoir un peu plus de porte-drapeau. Et j'aime beaucoup ce qui se passe en termes de communication autour de la profession. Tu fais partie de ceux qui font les podcasts, qui montrent en fait qu'on est capable de mettre en avant un peu une expertise métier. Et ça, je pense qu'il y a 2-3 ans, ça existait trop peu. Et on a besoin de ça. On a besoin peut-être de starifier certains experts comptables. Enfin, tu vois, les cuistots, il y a 15 ans de ça, c'était une profession, on n'en parlait pas trop. T'as eu des émissions télé, machin, c'est devenu les stars et c'est des gens maintenant qu'on voit sur les conférences, qu'on voit à la télé. L'univers de l'entrepreneuriat avec un qui veut être mon associé a placé certains entrepreneurs. J'espère que, pourquoi pas, tu vois, aller travailler ce type de dispositif-là pour se dire, tiens, en fait, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui est hyper orienté business, qui est hyper central pour son client. On utilise tous cette métaphore du médecin de famille et de l'expert comptable qui est le médecin professionnel de son client. Donc ça joue peut-être à des petits détails et ravi peut-être d'être ceux qui permettront un jour d'accélérer ça. Trop bien, trop bien. J'ai envie qu'on rentrait vraiment dans le sujet. Franchement, tu es directeur marketing de Penny Lane. C'est une des licornes françaises incroyable. Quand tu es arrivé, du coup, c'était pas une licorne déjà, hein? Ah bah non, pas du tout, non. Attends, j'ai une question déjà de fou. Genre, quand tu deviens licorne, est-ce que vous fêtez ça comment? Genre sobrement ou non? Ouais, non, très sobrement. Tu sais, il y a 2 choses. Déjà, il y a une humilité qui est réelle chez Penny Lane. Ce qu'on sert vraiment, c'est une mission qui est celle d'aider les dirigeants d'entreprise. Et je veux dire, notre score NPS est plus important quasiment que des indicateurs financiers. Donc, tu as ce côté où on ne cherche pas ça, et non, on ne l'a pas fêté comme étant une victoire. Évidemment que c'est une bonne nouvelle, parce que ça vient concrétiser le fait que si on vaut ce prix-là, c'est que ce qu'on fait, c'est plutôt pas trop mal. Mais non, ça s'est vraiment fait de façon extrêmement sobre. Et après, il y a aussi une sorte d'ambition affirmée chez Penny Lane. C'est-à-dire que... oui, on est au début de l'aventure, quoi. Ouais, exactement. On espère qu'on est plutôt au début qu'à la fin. On équipe certes un beau pourcentage du marché, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de cabinets à aider, il y a beaucoup d'entrepreneurs à aider. Il y a une profondeur fonctionnelle qui est très importante. On vient lutter contre des gens qui sont là depuis des trentaines d'années, qui technologiquement... Voilà, quand tu parles d'un Cegid, quand tu parles d'un Sage, quand tu parles de boîtes comme ça, on a encore beaucoup de choses à montrer, quoi. Donc non, c'est loin d'être une victoire, c'est loin d'être une ligne d'arrivée. C'est effectivement une bonne nouvelle, ça veut dire que ce qu'on fait fonctionne, mais non, ça n'a pas été la grosse fête dans tous les sens, quoi. De ce que j'avais compris aussi un jour, c'était que c'était assez dur d'être en face de Cegid pour une raison. C'est que souvent, des Cegid ou des Sage, tu as des contrats sur plusieurs années, notamment sur 3 ans par exemple, et qu'après la fenêtre de changement, elle est courte, et souvent plus en période fiscale. Et du coup, les experts comptables, ils changent pas parce qu'ils sont trop occupés ou ils ont trop peur à partir dans cette période-là. Et du coup, ils repartent sur un contrat de 3 ans. Et du coup, les fenêtres, elles sont tellement courtes que c'était dur en fait d'aller sur ce marché-là. Toi qui es au cœur du sujet, vous faites comment pour faire en sorte que cette fenêtre soit plus grande et contrer ça en fait? Parce que je trouve que nous, tu es chez Cegid, donc je connais bien le sujet. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec du Penny Lane. Je trouve que l'outil est incroyable chez Penny Lane, alors que Cegid, franchement, ça nous cassait la tête. Et pourtant, le switch, il était dur à faire, tu vois.
Parce qu'on avait peur de se dire, ok, c'est une jeune start-up, tout ça. Et on a mis du temps à switcher. Et j'aimerais savoir si tu as des tips ou si ce que vous mettez en place chez Penny Lane, c'est une question un peu difficile que je vais te poser. Sur la fenêtre, comment vous faites pour la passer, pour que quand tu as ta fenêtre, il puisse faire le switch, et surtout pour qu'un expert comptable puisse prendre une décision rapidement. Donc moi, je connais bien, je vends l'accompagnement maintenant pour les experts comptables, et je sais que la prise de décision est quand même très longue. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais de ça, sur comment faire pour vendre des prestations à des experts comptables. Déjà, on se concentre vraiment sur nous et pas trop sur ce que fait la concurrence. Hein. Même si, moi, il y a un truc que j'ai pu constater, c'est qu'on... il va falloir du temps pour convaincre, il va falloir du temps pour migrer des cabinets qui, au début, y allaient petit à petit. Et voilà. Donc, évidemment, on est quand même là dans une phase d'accélération. Et je pense que ce que toi, tu as vécu il y a 2-3 ans, n'est pas du tout la même chose que ce que vivent des clients qui vont aujourd'hui basculer. Voilà. Vous n'avez plus la même image. Exactement. Donc, au-delà de une partie image, fenêtre de tir, machin, ce qui est certain, c'est que nous, là où on a accordé énormément d'importance, c'est sur l'accompagnement humain et technologique sur les phases de migration. Aujourd'hui, migrer techniquement d'un outil tiers vers du Penny Lane, on a tout fait pour que ça soit extrêmement facilité. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est on a énormément gagné en compréhension de la conduite du changement d'un cabinet en interne, sur comment tu fais quand tu as X collaborateurs pour que la migration se passe facilement, que la prise en main soit facilement, comment tu identifies en fait en interne des gens qui sont vraiment ambassadeurs de ton projet pour qu'eux-mêmes sachent bien diffuser l'information en interne, comment tu construis des cycles de formation, et ça on l'a extrêmement professionnalisé, on parle de plusieurs centaines de personnes chez nous qui gèrent tous ces sujets-là, et donc c'est la clé de la réussite, elle est là-dessus, elle est dans l'accompagnement, dans l'expertise et maintenant dans l'expérience qu'on a de ces sujets-là. Évidemment, ce n'était pas le cas, puisque toi, tu fais partie je ne saurais pas dire, peut-être des centaines de premiers clients de Penny Lane. Donc, tu as peut-être un petit peu essuyé les plâtres pour tous ceux qui sont en train de basculer en ce moment. Ouais, non, franchement, c'était trop bien. On est fan de Penny Lane. Bon, j'ai reçu... un très beau suite, d'ailleurs. On a changé nos suites. On a reçu Arnaud Doyon de Time, aussi dans le podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode. Et il me disait... que mon erreur c'était de ne pas avoir choisi Time et de choisir Penny Lane, mais je confirme, je suis toujours très content de Penny Lane et je ne changerai pas. Donc, il y en a qui sont très très contents de Time, mais je pense que le marché est très grand et que les problématiques sont très différentes d'un cabinet à l'autre, donc il y a de la place pour plusieurs acteurs, et c'est grâce à Time, grâce à Cégide, grâce à tous ces acteurs là aussi qu'on a envie d'en faire plus, qu'on a envie d'innover plus, et qu'on se tire tous, je pense, vers le haut, parce que j'ai l'impression quand même que il s'est passé relativement peu de choses sur le marché pendant quinzaine, vingtaine d'années, et que tout le monde est venu un petit peu se réveiller en même temps, et que... Oui, mais c'est grâce à un Penny Lane et à Time que ça s'est réveillé, sinon je pense que ça serait jamais réveillé. C'est grâce à ces acteurs-là peut-être, c'est grâce à une concurrence indirecte du monde bancaire, c'est grâce à une réglementation qui évolue, c'est grâce à un petit peu tout ça. Ouais, peut-être. Si c'est un petit peu grâce à nous, tant mieux. Ouais, je pense que c'est beaucoup grâce à vous en tout cas. Bon, j'ai envie de parler marketing. Je veux savoir, toi, ce que tu ferais. Là, c'est la partie qui m'intéresse parce que c'est la partie marketing. Donc, n'hésitez pas à regarder ça parce que je pense que ça va être intéressant. Donc, tu es expert marketing. Je veux que tu te mettes dans la peau d'un expert comptable. Tu as 0 client, 0 réseau. Tu es en Bretagne, dans un petit village. Comment tu ferais pour développer un cabinet ? Écoute, c'est une question qui n'est pas simple, parce qu'on a beau avoir quelques bagages en marketing, tout ne se joue pas là-dessus. Alors peut-être pour amener un peu de contexte, tu disais en intro, je suis venu pour faire un reportage sur Eurofiscalis. Ce que je fais en ce moment, en préparation de Comptatech, je me suis lancé un défi, c'est d'aller comprendre le sujet de la diversification des modèles économiques en allant rencontrer des cabinets de l'intérieur. Et donc j'ai sélectionné 5 cabinets qui avaient 5 stratégies différentes, dans 5 villes différentes. Je suis passé à Lille, Paris, Chambéry, j'ai rencontré un cabinet qui était en remote, et je termine là cet épisode à Nice. Donc j'ai pu voir 5 exemples différents de diversification. Et en fait, les 5 sont convaincants. Il y a celui qui va dire non, mais on devient un conseiller des entreprises au sens large, il faut qu'on puisse les assister sur des sujets notaires, avocats, compta. Il y en a un autre qui va dire faut faire du part-time et proposer du DAF. Voilà. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est le service financier parce qu'en fait, on doit être capable de conseiller sur d'autres sujets. Et puis il y a toi qui va dire non, mais il faut chercher un secteur d'activité, une niche, et être capable de vendre une expertise métier plus qu'une expertise comptable. Oui, il y a plein d'options. Donc il y a plein d'options différentes. Je pense qu'il n'y a pas une règle différente. Ce qui est certain, c'est que moi, ce que j'aime d'un point de vue marketing, c'est les options qui sont affirmées. Et donc je préfère celui qui cherche à réduire le truc et aller très profond dans quelque chose que celui qui cherche plutôt à être très très large. Et voilà. Et donc partant de là, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement convaincu.
il y a soit l'angle géographique très très fort, que j'ai retrouvé par exemple sur la série que j'ai pu faire, que j'ai retrouvé chez Anderlen, qui est un cabinet à Chambéry qui intervient sur tout le sud-est, que j'ai retrouvé chez Strat à Lille, qui veut vraiment être un cabinet de référence sur l'animation lilloise. Voilà. Donc pour revenir là-dessus, la dimension géographique, qui a ses avantages et inconvénients, et puis il y a la dimension sectorielle, qui est de se dire à un moment donné, pour être pertinent et profond dans nos conseils, réduisons le scope et soyons très très bons sur un sujet donné. Donc je pense qu'il y a... Moi, ce que j'aime, c'est faire des choix. Vouloir faire les deux à la fois. Dire, tiens, moi, je vais être le cabinet breton des restaurateurs. Casse-gueule, peut-être un peu. Enfin, déjà, ne cherche pas, peut-être, cherche un peu plus large. Et une fois que tu as ça, ta question, c'était qu'est-ce que tu ferais d'un point de vue marketing ? C'est ça ? C'est surtout, je veux que tu te mènes à la peau d'un expert comptable. Un expert comptable, il vient d'avoir son diplôme, il pose sa plaque. Et quand t'as pas de réseau, tu fais comment pour trouver tes clients, quoi ? Ouais. Et je pense que justement, plus ton angle est affirmé, donc prenons-en deux que j'ai pu citer, l'angle géographique ou l'angle sectoriel, plus c'est facile en fait de faire du marketing. C'est extrêmement difficile de marketer quelque chose de généraliste. Tu vois, alors pourtant, tu vois, Anderlen, que je citais tout à l'heure, a reçu un des prix, je sais plus, il y en a plusieurs là, d'un point de vue marque, cabinet expertise comptable, et pourtant ils font beaucoup de choses. Oui, mais c'est un très grand cabinet, voilà. Mais je trouve que d'un point de vue marketing, c'est beaucoup plus facile justement quand on fait des focus. Enfin, moi, je prône le focus chez Penny Lane, qui est de se dire, voilà, faisons un choix sur un sujet donné, et soyons très bons dessus, et c'est ce qui va pouvoir nous permettre de dérouler en fait une vraie histoire. Et je pense que aller recruter des clients, aller recruter des collaborateurs, ça fonctionne quand on a une histoire à leur raconter. Cette histoire, c'est quoi ? C'est une mission, c'est un objectif, c'est réussir à embarquer là-dessus, quoi. Donc une fois que tu as justement affirmé ton sujet de prédilection, imaginons que moi demain je vais être le cabinet des dirigeants d'entreprise bretons, c'est beaucoup plus facile d'aller construire une stratégie de com parce que je vais pouvoir identifier quels sont les réseaux, quels sont les réseaux d'influence, quels sont les supports, comment, d'un point de vue, si je veux faire de l'ad online, je viens réduire le champ. Toi, j'imagine, c'est la même chose, en fait, quand tu viens dire j'affirme une expertise métier qui est le e-commerce, déjà, t'écartes tout ce qui n'est pas du e-commerce. Et d'un point de vue com, plus tu es focus, plus c'est facile. Et plus ton coût d'acquisition aussi sera réduit parce que tu vas mieux dépenser ton argent et tu vas moins la disperser. Donc le conseil peut-être que je pourrais donner de mon humble expertise de ce sujet-là, c'est soyez focus sur des sujets donnés et travaillez après des dispositifs de com en lien avec ce sujet-là. Et tout ce qui n'est pas en lien, c'est du défocus. Je pense qu'un des risques que j'ai pu voir lors de mon petit tour de France, là, c'est tous ces cabinets qui disent « Ok, on a compris qu'en fait, demain, pour aller chercher du client, pour faire connaître notre offre, il va falloir communiquer. Et donc, je lance un podcast, et je lance une vidéo, et je fais mon événement pour mes clients. » Ok, mais est-ce que tout ce que tu fais là, ça raconte la même histoire ? Et le sujet, c'est ça, c'est de créer sa petite galaxie de tactiques de communication qui racontent la même histoire. Et le but, c'est pas d'en faire le plus possible, mais d'aller chercher vraiment ceux qui sont les plus cohérents et les plus efficaces. Et puis après, évidemment, de mesurer la perf de tout ça et de s'assurer que ça réponde bien à nos objectifs. Non, mais clairement, ça, je suis complètement aligné avec toi et tu as raison. Quand on a envie de trouver des clients, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'énergie, on va mettre plein d'actions en place, on se dit ok, ce cabinet il fait un podcast, du coup ça a l'air de marcher, il faut que je fasse un podcast, lui il fait un événement, du coup il faut faire un événement, lui il a une newsletter, du coup je vais faire une newsletter, lui il est sur LinkedIn, du coup il faut que je sois sur LinkedIn, et quand on n'est pas nombreux dans le cabinet, c'est pas possible de tout faire. Voilà. Donc, le sujet du marketing, c'est pour raconter quoi ? Enfin, le marketing, c'est quoi ? C'est une cible, un positionnement et des canaux. C'est je m'adresse à qui ? Déjà, si j'ai pas répondu à cette question-là, ça sert à rien que je me lance sur une tactique de marketing. Donc je m'adresse à qui ? Je raconte quoi comme histoire à ces gens-là ? Et une fois que j'ai ces deux éléments-là, c'est quels sont les meilleurs canaux pour venir raconter cette histoire-là à ces gens-là. Je pense qu'une fois qu'on a fait cette sélection-là, c'est je prends 2 canaux, pas plus, quoi. Je me donne un objectif, une temporalité, je teste, je mesure et j'y vais. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je suis tout à fait en phase avec ce que tu disais. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé ce qui marche, faut l'amener le plus haut possible. Est-ce que je peux l'amener à faire x5, x10, x20 plutôt que de dire ok, j'ai un truc, je viens diversifier. Non, le marketing, ça marche pas comme ça. Au contraire, plus tu diversifies, plus tu dilues l'efficacité. Donc, amène au taquet ce que tu peux faire sur un levier. Et une fois que tu es vraiment au taquet de ce truc-là, ok, là, tu peux en ouvrir d'autres, quoi. Et puis, évidemment, mesurer que le marketing, ça coûte de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Enfin, tu vois, quand on dit sortir des podcasts, des vidéos, ouais, mais ça défocus, machin. Donc, voilà, mesurez bien la performance de chaque action. Donc, clairement, ouais. C'est vrai qu'un podcast, tu prends un podcast, faut louer la salle, il faut faire un montage, il faut le diffuser, c'est du temps, il faut faire un media maker. Il faut trouver l'histoire que tu vas raconter, il faut poser les questions, il faut le diffuser, ouais.
Et ça, chez Penny Lane, par exemple, donc tu m'as dit que tu avais 17 personnes, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi, tu as créé dans ton équipe, tu as fait des sous-équipes par canaux, tu as fait comment Ouais, alors la spécificité par de canal, Penny je sais pas Lane d'un comment point de on dit. vue marketing, c'est que nous, on adresse deux cibles très différentes. Parce qu'en fait, la plateforme Penny Lane, il y a une seule marque, il y a un seul Penny Lane, et ça s'adresse à la fois à des TPE-PME et à des cabinets d'expertise comptable. Et c'est deux personas qui sont très différents. Parce que la TPE-PME, ça va du restaurateur à la PME, agence de com, en passant par l'indépendant. Et ces gens-là ne vont pas rechercher la même chose vis-à-vis de Penny Lane que le cabinet qui va en faire son outil de prod utilisé tous les jours sur une plage horaire très très longue. C'est pas non plus les mêmes paniers moyens. Voilà. Donc j'ai cette problématique de dire comment j'adresse les deux canaux, les deux cibles, et c'est évidemment des canaux qui sont très différents. Je rentrerai pas dans le détail, mais en gros, la partie TPE-PME, c'est une stratégie qui est très digitalisée. La partie expertise comptable, c'est une stratégie qui est plus physique. Parce que pour créer une vraie relation avec des experts comptables, qui est notre vraie volonté, il faut tisser du lien, il faut de l'événementiel, il faut du contenu, il faut toutes ces choses-là. Moi, le parti pris que j'ai pris dans la construction de l'équipe de Penny Lane, d'un point de vue marketing, c'est pas de siloter justement les deux audiences, mais c'est plutôt de siloter les expertises métiers. Et par exemple, on a une équipe growth qui travaille sur toute la stratégie d'acquisition et de conversion en fait des canaux digitaux de Penny Lane. Elle sert les deux cibles à la fois. Sur la partie événementielle, même si on est plus porté sur l'expert comptable que sur la TPE-PME, mais on fait aussi des événements pour la TPE-PME, c'est bien aussi de pouvoir justement s'appuyer sur les deux cibles différentes. Donc en gros, sur les 17 personnes. Alors 17, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, quand on a ces deux cibles-là, c'est pas beaucoup. Faut de la bande passante, et c'est 17 sur 600. Hein. Des boîtes tech, généralement, c'est à peu près 10% des effectifs, les équipes marketing. Donc on est... quand je dis ça, ça se traduit surtout qu'on est une boîte produit. Enfin, l'investissement de Penny Lane, c'est sur son produit. Je diverge un peu, mais on est sur un marché qui est un marché de remplacement. C'est-à-dire qu'en gros, en parallèle, il y a les marchés d'équipement, marché de remplacement. Marché d'équipement, c'est j'ai un truc nouveau, il faut que je le fasse connaître, il faut que j'arrive à convaincre mon prospect qu'il a besoin de moi alors que lui-même ne savait pas qu'il en avait besoin. Marché d'équipement, c'est... Marché de remplacement, c'est tu dois remplacer le... Voilà, marché de remplacement, de la compta, tout le monde fait de la compta, à minima, tu as un Excel, au mieux, tu as les éditeurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc moi, ma mission, c'est d'expliquer que mon produit est meilleur que ces gens-là et que je dois venir remplacer en fait ces gens-là. Et la façon dont tu fais du marketing quand tu es sur ce marché-là, il est très très porté justement sur ton fonctionnel, ton discours produit, et ça oriente vraiment toute une stratégie. Tu vois, avant Penny Lane, je bossais dans une boîte, on était dans l'univers du chat pour le e-commerce. Dans les années 2010, c'était un truc qui existait assez peu, pur marché d'équipement, une stratégie qui était très très différente, beaucoup d'évangélisation, beaucoup d'éléments chiffrés pour le retour d'investissement que tu pouvais avoir quand tu achetais cette solution-là. Et donc voilà, là encore, j'en reviens, l'analyse de ta cible permet de mettre en place le bon dispositif de marketing. J'aimerais bien parler sur la vision de la profession. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui m'intéressait sur la partie où tu dis tu peux te spécialiser de façon géographique ou de façon sectorielle ou sur une autre niche. Sur la partie géographique, je t'explique un peu ce que j'en pense et j'aimerais avoir ton retour là-dessus. Moi, je pense que avant, on était sur un marché qui était très local. Tu vois, un cabinet, il trouvait des clients localement. Et maintenant, comme on est digitalisé, avec des Penny Lane, avec des Time, avec plein de logiciels où on n'a plus cette boîte à chaussures. Donc, avant, il fallait trouver des clients localement parce qu'on avait un produit physique, en fait. Il fallait amener les pièces comptables. Comme il n'y a plus ça, on peut trouver des experts comptables n'importe où, on n'est plus obligé de l'avoir en face de chez lui. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus sur un marché local, on est sur un marché national. Donc, le côté géographique, j'ai l'impression qu'il se perd un peu. Et quand je fais le parallèle, par exemple, avec les banques, où les banques aussi, avant, tu avais des banques dans tous les villages, parce qu'il fallait aller chez le banquier pour demander un crédit, pour récupérer sa carte bleue, pour déposer les chèques. Et maintenant, comme c'est tout digitalisé, tu as les banques en ligne, etc., donc on ne va plus dans les banques, et les banques ferment. Donc là, il y a encore BNP, ils ont annoncé, je crois, 1200 agences bancaires qui vont fermer en France. Et c'est parce que simplement le consommateur, il n'a plus besoin en fait d'aller physiquement dans la banque. Et donc je pense que les entreprises n'auront plus besoin aussi d'aller physiquement dans les cabinets. Et donc, ça veut dire que le marché, il va se complètement nationalisé, et donc il y aura plus cette stratégie de maillage territorial comme on a vu à l'époque et que les cabinets faisaient ça. Et j'aimerais avoir ton avis si tu fais la même analyse que moi, si tu penses que c'est toujours une bonne idée d'être vraiment présent dans tous les villes et villages pour un KPMG ou des trucs comme ça, ou même pour un cabinet, un petit cabinet mais qui veut se développer localement, si tu penses que c'est quand même une bonne idée au vu du fait que le marché va vraiment se digitaliser et qu'on va plutôt sur
Ouais. au marché national. Alors, je nuance un peu ton propos pour 2 raisons. Première chose, déjà, je pense que tu vois, le tissu de TPE-PME en France, c'est 4 millions de TPE-PME. Quand on dit on est en train de se digitaliser, voilà, attention, quoi. Est-ce que c'est vraiment révélateur de ces 4 millions-là ? Est-ce que tous les entrepreneurs recherchent sur LinkedIn, sur Google ou sur YouTube pour trouver leur expert comptable ? Je pense que la notion de bouche à oreille, je sais pas, je suis un artisan, j'ai repris la boucherie familiale, le machin. L'expert comptable, j'ai plutôt demandé à mon papa ou mon grand-père qui a tenu la boucherie de savoir comment il s'y prenait, ou demander à mon copain qui a aussi une boîte. Donc, je pense que voilà, on vit dans ce monde du podcast, de LinkedIn, de YouTube, des influenceurs. Je pense qu'on est les 15% là, des 4 millions qui sont très, très, très digitalisés. Je ne suis pas convaincu que ce soit la réalité en fait, de l'ensemble du marché. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point, si je reprends le parallèle avec le médecin de famille, l'expert comptable, il doit être là proche d'un point de vue conseil de son client pour le guider dans les bons moments, dans les moins bons moments. Et d'un point de vue médical, je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, se faire une visio quand tout va bien pour aller faire un certificat médical pour le sport ou pour un machin, ça va bien. Le jour où tu as vraiment un pépin, tu veux ton rendez-vous tout de suite avec le spécialiste et voilà, tu veux t'assurer de à qui tu parles et tu veux t'assurer de certaines proximités. Et moi, je me mets dans la peau d'un dirigeant et je pense que cette proximité géographique qui, en fait, traduit aussi une certaine confiance, c'est... On se comprend parce qu'on se connaît vachement bien. Regarde, on habite le même coin, on connaît les mêmes gens. Je pense qu'elle a encore son importance. Et ça fait partie certainement de ces professions où, contrairement à les banques, je les mets un peu moins dans ce truc-là. La relation bancaire, elle est très... tu veux ton prêt, tu regardes un taux, tu regardes un chiffre, tu déclenches ton truc. Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu ton banquier à titre perso, mais c'est pas bien ça. Le sujet, il n'est pas là, quoi. L'expertise comptable, et vous le prenez tous, c'est le conseil qui est là. Le conseil, la dimension de confiance de à qui je parle, et cette personne-là, mais elle connaît mon environnement de vie, elle connaît mes proches, elle connaît mes amis, machin. Moi, je lui accorde quand même une bonne importance. Donc, je nuance vraiment. Non, évidemment qu'on va tendre de plus en plus à la relation à distance et tout, mais non, ça fait partie, je pense, de ces derniers sujets où je mets encore une petite pièce sur la dimension géographique. Ok, c'est intéressant. Moi, je pense que vraiment, ça va pas dans le sens du marché, de l'histoire, je pense pas. Par contre, tu as raison, ça va mettre du temps. Ouais. Ça va mettre du temps, mais bon, mais j'entends. Voilà, est-ce que demain, tous tes rendez-vous médicaux te suffiront en visio ? Le médecin, non. Non. Mais je pense que l'expert comptable, c'est quand même un peu différent. J'ai l'impression. Mais t'as raison, après... C'est moins... t'as pas besoin de palper le client pour... ouais. Voilà. Mais après, moi, mes clients, c'est beaucoup des e-commerçants, donc c'est sûr que... Je pense que toi, t'es à l'extrême de ce sujet-là. Mais pour côtoyer aussi des cabinets qui sont dans le BTP, qui sont dans l'artisanat, qui sont dans... oui, voilà, encore le côté physique. Ouais. Et tant mieux un peu, quoi. Enfin, moi, je mets une petite pièce aussi là-dessus, quoi. Ouais. Enfin, là... pourtant, tu vois, on travaille beaucoup à distance, à Penny Lane et tout, mais on travaille aussi beaucoup en physique, on réunit les équipes très souvent, et il se passe tellement de choses intéressantes quand tu as le temps de la discussion, quand tu as ce rendez-vous un peu physique, que... Alors ça, à titre perso, si je vais une boîte et que je vais choisir un expert comptable, j'irai chercher quelqu'un que je peux rencontrer physiquement quand j'ai besoin de lui. J'aurais envie de partager un café, de partager un déjeuner, et pas juste me faire une visio. Je pense que c'est aussi peut-être, qui plus est, si je montais une boîte, ce serait peut-être plus dans un univers tech, machin et tout, ou très digitalisé. Ça peut être aussi un peu ta petite bouffée d'air à un moment donné de se dire je parle à quelqu'un d'autre que mon ordinateur. Après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois. Tu peux quand même rencontrer tes clients, tu peux quand même créer des événements physiques, donc, mais t'as pas besoin de le voir tous les jours ou toutes les semaines, quoi. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, nous, on essaye maintenant d'organiser des événements physiques à nos clients. On le ferait sur Paris parce que c'est quand même plus simple. Mais donc c'est possible. Mais par contre, tu le vois pas tous les jours. Nous, c'est assez rare qu'on voit que les clients viennent au cabinet, quoi. Puis tu sais, moi je suis nantais, et à Nantes on a le jeu à la nantaise qui n'existe pas que sur un terrain de foot, mais qui est vraiment un truc très très local. C'est cette envie de bosser avec des gens du coin aussi, de faire vivre une économie locale, voilà. Et je sais pas à quel point on est les irrésistibles gaulois un peu de ce truc-là, mais ça me plaît, quoi. Enfin, tu vois, moi, par exemple, chez Penny Lane, d'un point de vue marketing, je fais énormément appel à des prestataires qui sont des gens que je connais de confiance, et on parle de Contatec, 80% des prestats qu'on fait bosser quasiment sont des gens qui sont de la région nantaise. Ok. Voilà, c'est ce petit côté un peu communautaire. C'est intéressant. Voilà. Ok. Et je reviens sur ton cabinet. Donc tu m'as dit ok, tu vas plutôt essayer de rester focus sur un sujet. Est-ce que toi tu aurais
je sais pas, tu trouves qu'il y a une niche ou un positionnement, un secteur qui t'attire le plus, ou tu penses qu'il y a du potentiel, genre tu tirais sur quoi? Ouais, alors je suis un petit peu biaisé, mais je pense que à moyen terme, il y a un gros truc à faire quand même autour des outils. Je suis assez convaincu par ces cabinets qui proposent un devis, on va dire, qui certes comprend la partie comptable, mais aussi toute la partie, je gère pour toi toute la partie outils, qui plus est avec l'arrivée de la facturation électronique, où en fait c'est un truc qui va faire un peu peur à tous les dirigeants, et tu vois, même toi, enfin e-commerçant, qui a son Shopify, qui a son Penny Lane parce que tu es chez Penny Lane, qui a ses Google Ads, qui a ses machins, il y a quand même une petite mission de tuyauterie qui, si elle est mal faite, rend le pilotage impossible et met en danger en fait l'entrepreneur. Donc je crois pas mal à ces cabinets qui ont une expertise en fait sur la dimension outils et technologiques. Est-ce que je mettrais tout dessus? Je pense qu'à long terme, cette expertise elle n'a plus lieu d'être. Parce que connecter des outils va être de plus en plus facile, parce que demander à un chat GPT, connecte-moi mon Shopify avec mon Google Ads, même si je sais pas, si avant je savais pas utiliser un Zapier ou un truc comme ça, demain ce sera beaucoup plus facile. Ouais. Je pense que d'ici 3 à 5 ans, ce sera aussi simple d'envoyer un email que... voilà. Après, l'expertise, donc si on évacue l'expertise géographique que j'ai essayé de défendre, je sais pas si je t'ai convaincu, l'expertise sectorielle... c'était une des questions que je te posais, donc j'ai pas forcément la réponse. Toi, tu m'as convaincu sur la dimension e-commerce, sur la dimension parce qu'en fait, il y a une vraie expertise métier, c'est-à-dire qu'il y a des marges qui sont différentes, il y a une complexité liée à un revendeur qui est Amazon sur et ouais, ton colis, s'il est plus gros, s'il est plus petit, t'as pas les mêmes machins. Donc celle-là, elle est à fond, mais je pense qu'en fait, elle existe dans plein de secteurs d'activité différents. Hein, dès lors que tu as une expertise métier, tu as la capacité d'apporter de la valeur. Et je pense que le sujet, c'est toute la galaxie d'offres que tu fais graviter autour de ça. Celui qui est dans, je sais pas, dans l'univers viticole et la revente de vin. Alors, en plus, actuellement, ça ne doit pas être le truc le plus facile. Mais pareil, je pense qu'il y a plein de trucs à faire graviter autour de ça et à mettre les gens en commun pour qu'il y ait un peu un positionnement qui soit clair, qui soit limpide et qui aussi facilite le bouche à oreille. Enfin, je suis assez convaincu que l'expertise comptable, c'est une recommandation où la puissance du bouche à oreille est extrêmement forte. Et plus, en fait, tu viens réduire le cercle dans lequel tu joues, donc typiquement, il peut être géographique, mais d'expertise métier, j'y connais rien, mais les vignerons, je pense que voilà, quand tu as réussi à convaincre un vigneron sur ton expertise métier, que tu es capable de l'accompagner sur de la compta, mais aussi sur plein d'autres trucs, oui, assez facilement mis en relation avec et tu crées des effets boule de neige qui sont beaucoup plus faciles que quand tu es un généraliste, quoi. Si tu es une PME et que ton cabinet d'expertise comptable il accompagne un e-commerçant et un machin, tu te dis ok, je vais recommander mon expert comptable, mais c'est quoi déjà, comment j'en parle à mes amis? Je pense que toi, en fait, tes clients, ils parlent de toi en tant que l'expert comptable qui a toujours le sweat vert et le crâne dégarni, mais surtout qui a l'expertise métier du e-commerce. Et ça facilite le bouche à oreille. Ouais, complètement, ouais. Là, aujourd'hui, on arrive à avoir une image où certains e-commerçants, pour être des meilleurs e-commerçants, ils veulent travailler avec nous. Je trouve ça incroyable. Ils se disent mais j'ai entendu parler de vous et tout, et si je veux continuer à grandir, il faut que je sois avec vous, quoi. Je dis carrément bien, c'est génial. C'est l'effet boule de neige, voilà. Donc ok, bon, trop bien. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un petit jeu ou pas? J'ai peur. T'as peur? Je te sonne. Ça c'est à toi, ça c'est à moi. Tu peux choisir 3 questions, on se pose 3 questions chacun. Je les choisis ou c'est au hasard? Comme tu veux. Tu veux faire quoi? Toi, tu vas les choisir ou pas? Allez, vas-y, on fait au hasard. Parce que on fait au hasard? Ok. Allez. Attends, on va faire un petit jingle. Donc ça, c'est le jeu, le pire ou le meilleur. C'est un petit jingle. Allez, c'est parti. Moi, ça, c'est les 3 questions que j'ai posées. 3 questions. Vas-y, moi aussi. Tu commences? Elle est pour moi ou elle est pour toi? Elle est pour moi et ça, c'est les tiennes. Ok. As-tu déjà raté une présentation ou un pitch important? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Probablement, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez Copilote, Colabel, avec Fred. Ouais. Et il m'a demandé de faire une conférence de 3 heures chez eux. Donc, la première fois que je fais ça, j'ai quand même pris des coachs quand même pour m'aider. Mais je pense que c'était pas fou quand même, tu vois. Donc là, j'en ai encore une cet été. Donc c'est avec le groupe Excel, là. Ok. Donc on verra si je suis meilleur. Mais la première, elle n'était pas folle. Bon. Donc voilà, je pense que j'ai ça en tête. Sinon, non, je me rappelle pas trop. Peut-être la présentation avec Contatec, tu me diras si c'était bien la vidéo. C'est en vidéo, on peut retoucher. C'est ça. Alors, c'est marrant ça. Qui dans ton réseau te déteste probablement et pourquoi?
Qui dans mon réseau? J'imagine qu'on vient embêter quelques concurrents, donc on ne s'est pas fait que des amis, même si j'espère que, comme moi, ils pensent que la concurrence est bénéfique et qu'en fait, on se tire tous vers le haut. Mais oui, il y a peut-être quelques concurrents qui étaient bien installés et qu'on est venu un petit peu chatouiller, et ils ne doivent pas forcément beaucoup nous aimer. Bon, on n'aura pas de nom. Quel est l'achat le plus cher que tu as fait pour ton business? Pour mon business, à part les locaux, parce que pour les locaux, ça c'était quand même pas donné. T'as acheté? Vous êtes propriétaire ici? Ouais, je suis propriétaire, j'ai acheté il y a 2 ans. Avant, j'étais locataire pendant 5 ans. Ok. Et donc les bureaux, je les ai achetés quasiment 700 000 euros. Ok. Et sinon, à part ça, j'ai acheté une phone box, c'est pour téléphoner là. Ok. On l'a acheté d'occasion, 6 000 euros. Puis tu t'es fait avoir quand même sur tes écrans d'ordinateur, tu me racontais la petite histoire tout à l'heure. Ah ouais, c'était génial, l'histoire elle est marrante. Je sais pas si vous avez déjà vu chez Eurofiscalis, mais on a des énormes écrans, ça avec 49 pouces de Samsung. Et l'histoire, en fait, c'est. Donc j'avais la première collaboratrice que j'ai embauchée, donc elle s'appelle Estelle, un petit coucou. On était tous les deux dans le bureau et j'ai vu ces écrans dans une publicité, ça, je me suis dit, je vais en acheter un. Donc je vais à boulanger, je prends un écran, je le ramène au bureau, je l'installe, je suis trop content avec mon écran énorme. Tu quoi, t'as bien 2000 euros l'écran? À l'époque, non, c'était 1300, 1400, comme ça. Mais bon, c'est quand même pas donné, quoi. Et parce que maintenant, c'est moins cher. Maintenant, tu les trouves à 750 euros. Et donc, j'ai mon écran, trop content, et je la vois à côté avec son petit écran, tu vois. Je me suis dit, oh putain... je peux pas lui faire ça. L'exemplarité du patron. Ouais, franchement. Ouais. Donc, on m'a boulanger tous les deux, on rachète un deuxième écran, tous les deux nos écrans. Et après, quand on a embauché un deuxième collaborateur, et il nous voyait avec nos écrans, j'ai dit, bon, allez, je lui pro aussi un écran. Bon, à la fin, j'ai pris des écrans pour tout le monde. Jusqu'à 25 collaborateurs. Donc voilà. Bon. Mais bon, franchement, c'est trop bien les écrans. J'ai un bon conseil à donner à tous les experts comptables, c'est avoir du bon matériel. Parce qu'un collaborateur, quand il est content de venir, ça change tout, quoi. Et être content de venir, c'est aussi avoir du bon matos. Un ordi qui rame pas, un écran énorme sur lequel t'es trop content et tu te dis, putain, on se fout pas de ma gueule. Et même, ça lui pousse à se dire, putain, j'ai pas envie de faire du télétravail, j'ai envie d'être au bureau parce que j'ai un énorme écran et quand je travaille sur mes tableaux Excel, c'est quand même plus facile, quoi. Et ça... Tu vois, même quand on fait t'as des... Comment on dit? Des candidats qui viennent... juste, on les met sur une chaise, on dit, voilà, ça sera ton poste de travail, tu vois. Bon, ouais, c'est gagné, tu vois. Parce qu'ils se disent, ils investissent, quoi. Et nous, tu vois, les ordi, on les change aussi tous les 3 ans. On essaie vraiment qu'ils aient les meilleures conditions, quoi. Je trouve que c'est un petit investissement, mais je trouve que ça vaut pas grand-chose, finalement, comparé à ce que ça peut t'apporter un collaborateur, en fait. Ouais, je suis convaincu. Ouais. Parce qu'en fait, d'un collaborateur à un autre, t'as une différence de fou. T'as un collab qui peut te complètement bousiller ta marge, parce que il est pas productif, parce qu'il est pas motivé, parce qu'il bousille l'ambiance, tu vois, c'est pas quantifiable, mais ça se voit, quoi. Versus un bon collab qui est trop content, qui a une bonne énergie, qui est content de venir, qui a plein d'idées. Ça se communique à tes clients. Ça se communique à tout le monde, ça n'a rien à voir, quoi. Et tout ça pour un ordi qui t'a coûté 1000 balles, tu vois, c'est vraiment voilà. Voilà. Faire des économies sur le matériel, c'est pas des bonnes économies. Alors... quel est le plus grand rêve professionnel que tu n'as pas encore réalisé? Tu sais, moi je suis quelqu'un de court terme. J'ai beaucoup de mal à me projeter. Je pense que ce serait de changer d'univers. Tu vois, ça fait 15 ans que je fais du marketing dans la tech. Je m'éclate. J'apprends toujours. Je pense que ça, c'est la base. Quand on arrête d'apprendre, c'est qu'il est temps de changer. Et là, clairement, chez Penny Lane, j'ai le sentiment de sortir de la zone de confort régulièrement et d'apprendre. Donc, quand on organise tant que ça marche. Un événement avec 2500 personnes aux Zénith, j'imagine que ça doit être stimulant intellectuellement. Tout à fait. On a beau faire de l'événementiel depuis un moment, quand on nous donne l'opportunité, quand moi je vais vendre avec Léa, avec qui on fait de l'événementiel, qui est la responsable événementielle Penny Lane, et qu'ensemble on va vendre, on va dire, ok, les gars, vous êtes prêts, on a envie de faire Comptatech au Zénith et on va essayer de faire un truc un peu différent. Évidemment qu'on est archi convaincu et on a hâte, et en même temps on se met un peu en danger là-dessus, quoi. Donc tant que ça existe, mes rêves pro ils restent sur cette volonté d'apprendre toujours plus. À un moment donné, je saturerai certainement de ces sujets-là, et je ne sais pas si je serais capable en fait de changer de secteur d'activité, mais je pense que c'est ça qui me fait rêver. Tu vois, typiquement la fois où je me suis dit tiens, je me verrais bien faire ça sur mon
peut-être après Penny Lane, un truc comme ça. C'est j'ai des amis qui ont un lieu de réception fin fond de la Bretagne, mariage et séminaire, un endroit magnifique. Et en fait, ils accueillent du public et ils construisent les plus beaux événements, enfin les événements qui sont les plus belles journées de la vie de particuliers. Et je trouve ça est encore plus proche en fait de son client entre guillemets interne. Donc ça, des trucs vraiment à plus petite échelle, c'est sympa. Et je me suis dit, tiens, un jour peut-être que être propriétaire d'un lieu comme ça et allier un super cadre de vie et faire... Et donc, ce serait ça en fait mon truc, c'est d'être capable peut-être un jour d'aller se challenger et de se dire, vas-y, je repars de zéro, je me lance sur quelque chose de complètement nouveau. Et la vraie sortie de zone de confort, elle serait là-dessus. Donc, tu achètes un gros domaine et tu fais des événements de fou. Ouais, pourquoi pas. Ou ça, j'en sais rien. Il faudra qu'il y ait du soleil, il faudra qu'il y ait la mer pas loin. Mais ça peut être très cool. Pas très loin de Nantes quand même, j'imagine. Pas forcément. Non, ça va. Ouais. Dans le sud de la France? Non. Non. J'aime bien le soleil. Non, j'irai chercher ailleurs le soleil. Non, mais j'en sais rien. Je dis ça. Voilà. En tout cas, ce serait ça. La question qui m'a été formulée, le plus gros rêve que j'ai pas encore réalisé d'un point de vue professionnel, ouais, c'est ça. C'est celui de changer de boulot, en fait. Ok. Et tu te mettrais à ton compte, ouais? Alors, ouais, enfin. On me pose souvent la question, vu que moi j'ai toujours bossé dans des boîtes tech qui ont plutôt bien marché. On dit, t'as pas envie de monter ta boîte un jour, machin. Alors, déjà, premier truc, c'est que j'adore mon boulot. Moi, j'adore le marketing. Mais ce qu'il y a autour me plaît un peu moins. J'adore le marketing, donc j'adore le sales aussi. Mais le reste, c'est pas mon sujet. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis un homme de focus. J'aime bien être expert sur mon truc à moi. Donc ça, c'est le premier truc, être un général. Je sais, et le truc, c'est que j'ai tellement côtoyé de dirigeants que je sais ce que c'est que de gérer des sujets RH, juridiques, machin et tout. Et voilà. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est j'ai beaucoup côtoyé des entrepreneurs à succès, mais je sais que tout n'est pas aussi fait de succès là-dessus, quoi. Donc l'entrepreneuriat, je regarde ça avec une petite distance, donc parfois je suis bien à ma place et je les envie pas tous et je pense que si un jour je me lance là-dedans, ce sera en tout cas sur quelque chose de très raisonné. C'est-à-dire que moi je n'aurais pas ce rêve de monter une boîte de plusieurs centaines de personnes et de lever des fonds et machin. J'adore être embarqué en tant qu'intrapreneur dans ces aventures-là, mais je me verrais beaucoup plus sur un petit truc un petit business familial où on se fait plaisir sur ce qu'on fait, mais on cherche pas à faire des millions, le plus gros truc au monde. Ouais. C'est à moi. Vas-y. Quel est le feedback le plus dur que tu as reçu et comment y as-tu répondu? Je sais pas. Alors, plus dur, je sais pas. J'ai pas trop de souvenirs, mais il y a un truc qu'on me dit souvent, et tu pourras me le dire aussi, je pense. C'est j'ai une voix très monocorde. Et donc, quand tu fais de la vidéo ou de l'audio, c'est pas génial, tu vois. Donc, souvent, il faut essayer de varier. Donc, j'essaie d'accentuer tout ça, mais c'est pas évident pour moi. Donc, j'ai une voix très, très monocorde. Je mets pas beaucoup de variations. Et même aussi, quand je fais des présentations ou quoi, tu vois, j'essaie d'embarquer les gens, tout ça, mais par nature, c'est pas évident, tu vois. J'ai pas ça en moi, donc souvent, on me l'a donné comme feedback d'essayer de mettre plus d'énergie dans mes présentations pour être moins barbant, quoi. Okay. Donc ça, c'était pas forcément marrant à recevoir. Ok. Mais je l'entends. Très bien. Non, mais c'est marrant, enfin, que effectivement, tu peux avoir ce timbre monocorde un peu, mais par contre, je pense, et ça, c'est marrant, tu me disais, on m'a reconnu plusieurs fois quand je suis passé dans les podcasts. Je pense qu'à l'image, visuellement, tu marques, ouais. Donc ouais, le côté là, quand en plus tu portes un truc et tout, donc sur les formats vidéo ça marche vachement bien, et je pense aussi que le sujet après c'est l'expertise. C'est évidemment, si tu racontais un truc chiant comme tout le monde on lâcherait, mais à partir du moment où on maîtrise son sujet, je pense que l'audio devient secondaire. Ouais. Bon, en tout cas je le travaille, quoi. J'essaie de le travailler parce que je sais que c'est pas naturel. Là ça peut être marrant, ça. Combien tu dépensais pour tes vacances les plus chères? On avait fait ça avec Jonathan, je sais pas si t'as vu le podcast. Non, j'ai pas vu, j'ai peur si c'est Jonathan qui a répondu. Ça, il est parti à New York, je te dis pas le montant. Mais... Ok. Écoute, combien j'ai... Alors déjà, moi, je voyage beaucoup en famille et j'ai 3 enfants. Ok. C'est pas donné, ça, déjà. Premier argument. Ils ont quel âge, tes enfants? Mes enfants, ils ont entre 12 et 6 ans. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est pile poil l'âge, tu sais, où tu commences à payer les prix d'adulte. En fait. Voilà. Et en fait, malheureusement, ce qui coûte le plus cher, alors moi je voyage de plusieurs manières avec les enfants, je fais un mix sur des voyages qui sont vraiment des petits road trips. Le dernier, j'en ai parti au Canada, on loue une voiture, on a navigué dans le Québec, voilà. Et puis de temps en temps, on se fait aussi des formats club, parce que quand tu as des enfants un peu ados, mine de rien, c'est les vacances pour tout le monde, et ça fait du bien. Et en fait, c'est ceux-là qui coûtent le plus cher. D'accord. Tu vois, des vacances à 5 dans un club med, t'en as vite pour entre 15 et 20 000 balles quasiment, ça dépend de tes périodes. Et donc, ça coûte très cher, mais ça fait du bien. J'imagine. Voilà.
j'ai pas encore d'enfant, donc écoute, je vois pas trop. Sache que financièrement, c'est pas le meilleur des investissements, mais émotionnellement, sur le long terme, on est sur la meilleure des choses qu'on peut souhaiter. J'ai une dernière question pour toi avant de clôturer, parce que je t'ai déjà pris beaucoup de temps. C'est, je sais que alors tu m'as dit que tu habitais à Nantes, mais tu vas souvent sur Paris. Ouais. Tu es directeur marketing d'une des plus grosses startups françaises, donc tu dois rencontrer beaucoup de monde. Et j'aimerais savoir si tu peux me citer une personne que tu as rencontrée, qui t'a énormément inspiré, alors en dehors de Penny Lane. Ouais. Mais ouais, une histoire que tu as rencontrée, je sais pas, une soirée où tu t'es dit, voilà, là, ça m'a inspiré. Ouais, il y en a plein. Alors, franchement, un des meilleurs souvenirs de rencontres que j'ai pu avoir, c'est Franck Leboeuf. Ah ouais, Ah ouais, il était passé à Contatech. Il était passé à Contatech l'année dernière. Tu sais, puis ça fait partie de ces gens où tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, parce que footballeur, donc tu peux te dire champion du monde. Qu'est-ce qu'il a raconté, quoi. Et en fait, je suis tombé sur un mec génial, humainement génial, qui prend le temps de la discussion, qui est très très ouvert, qui a vraiment les pieds sur terre, et j'ai adoré en fait cette rencontre-là. Ça fait partie des on a dû se quitter, il est parti, j'ai dit merde, j'aurais aimé en fait prolonger, aller se faire un resto ensemble, voilà. Alors évidemment il y a le côté affinité sportive et tout qui marchait, mais au-delà de ça, là, quelqu'un qui parle business, qui parle famille, qui parle et qui le fait avec beaucoup de bienveillance, et ouais, j'ai aimé cette rencontre-là. En fait, j'aime bien dès que le professionnel se rattache à l'humain. Ceux qui parlent business, faire du chiffre, faire du machin, au bout d'un moment, ces gens-là me perdent. Dès que, en fait, c'est un business qui est au service d'un équilibre de vie, ça j'aime, et c'est souvent les discussions qui sont les plus riches. Intéressant. Voilà. Et encore merci beaucoup pour ton temps, merci pour ta transparence, ta bienveillance, c'était trop bien. Et merci pour l'accueil. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite encore une fois la semaine prochaine à aller à Contatech à Paris, donc le 17 juin. C'est au Zénith de Paris. Moi, j'y serai. J'y serai aussi avec mon associé Denis Salomon, que j'embrasse. Avec mon frère. Il y aura Jonathan Kalfa aussi, que vous connaissez sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à y aller. J'y étais l'année dernière, c'était incroyable. Et je sais que cette année, ça va être encore plus fou. Voilà, il y aura plus de 2000 personnes, un peu plus de 1000 cabinets qui seront présents. Et pour ceux qui ne connaissent pas Contatech, en un mot, la ligne édito, c'est vraiment, on parle des sujets qui touchent les cabinets comptables, mais pas forcément avec des comptables. Et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, le côté entre-soi que moi j'ai voulu casser. En fait, les premières années, les cabinets me disaient j'ai du mal à recruter, on se fait digitaliser. Machin. Je dis ok, comment tu traites ça? Ils me disaient on va sur tel événement, et puis regarde, on a des confrères qui nous disent comment ils font et tout. Et si à un moment donné, on regardait ce qui se passe ailleurs, et typiquement, là, quand on va parler de il faut avoir de l'ambition pour changer, Tony Estanguet, est-ce qu'il est capable de nous toucher un petit mot sur l'ambition? Je pense que oui. Quand on dit qu'il faut aller rechercher l'excellence de ce qu'on fait, Nina Métayer, championne du monde de pâtisserie, en termes d'excellence, elle sait ce que c'est. Le monopole est-il en danger? On aura Philippe Germont, qui est l'ancien PDG de SFR et de PMU, au moment où il y a le monopole de casser dans ces deux secteurs-là. C'est ça Contatech. C'est des rencontres avec des gens qui ont des histoires inspirantes à partager, mais qui ne font pas partie de la compta, et on essaye de faire résonner ça avec les sujets compta, et on complète ça évidemment avec quelques sujets métiers. On aura Damien Charrier, président de l'Ordre, qui sera là, on aura quelques cabinets qui viendront témoigner, et on aura la keynote d'Arthur qui est attendue chaque année sur les innovations et la roadmap de Penny Lane. Trop bien, franchement j'ai déjà hâte d'y être, j'ai déjà pris mon billet d'avion, j'ai pris mon hôtel, donc on se retrouvera là-bas. Merci encore d'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si vous le souhaitez, et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Merci encore Maxime, merci beaucoup. Merci.